Bonjour chère communauté, bonjour chers amis. Nous allons recevoir aujourd'hui une nouvelle héroïne qui pour moi a compris qu'elle n'est pas venue sur cette terre que pour elle, mais aussi pour les autres. Sans plus tarder, nous recevons... J'attends qu'elle se présente. Je t'en prie, en place. Bonjour. Bonjour, je m'appelle MC. MC, c'est ton nom de star? Non, en fait, mon prénom c'est Marie-Claude, mais je préfère qu'on m'appelle MC. Ça y est, mais nous recevons aujourd'hui MC. Comment vas-tu? Intimidée. Intimidée pourquoi? Expérience très challengeante de partager. Nous allons alors challenger, on va se challenger. Je te rappelle qu'à chaque fois que je reçois un invité, je suis moi aussi challengé, puisque j'ai envie de dire que je mets mes tripes en fait dans ce projet et qu'à chaque fois que je reçois une personnalité, une héroïne, un héros, je suis moi-même impacté parce que la personne me dévoile. Il n'y a rien à craindre, ça va bien se passer. On est OK? On est OK. Nouvelle formule de mocaillage. Erika et moi, on a mis en place un nouveau concept que je trouve plutôt intéressant, les fameuses cartes de questions. Le principe, c'est que tu vas tirer 10 cartes et ces 10 cartes vont alimenter notre échange. D'accord. OK? C'est parti. Je te laisse choisir tes 10 cartes. Si vous pouviez écrire une lettre à votre futur vous, que diriez-vous? Alors, qu'est-ce que tu dirais à ton futur toi? Je crois que je lui dirais qu'elle soit fière d'elle, d'avoir pu aller au bout de son rêve. Je lui dirais de continuer à s'aimer et à se faire confiance surtout. Et tu œuvres, j'imagine, chaque jour pour... Oui, avec comme vision, je me projette dans un futur où j'aurai atteint mes objectifs et où je serai complètement alignée avec ce que je désire. Parfait. Alors, stressé? Non, on est en train de partager. On papote. Je t'en prie, tire la deuxième carte. Vous avez remarqué que les précédents invités tiraient les cartes que je vous donnais. MC, un grand mot, il a tiré ses cartes, il a lu ses cartes, il a répondu aux questions. C'est parfait, on y va comme ça. Excellent, comment gérez-vous le stress dans votre quotidien? Explique-moi comment tu le gères justement, et des situations réelles, tout de suite là. Je respire profondément pour me recentrer et je me pose toujours la question de savoir est-ce que je suis à ma place. Et si la réponse est oui, je me dis ça va bien se passer. Est-ce que tu as ta place aujourd'hui? Je crois. Je vais te reposer la question à la fin parce que le je crois me dérange, mais c'est pas un problème. On va garder le je crois pour le moment. Non, alors quand je dis je crois, c'est plus fort que je pense. Je crois, oui, que je suis à ma place. Pourquoi tu as ta place dans cette émission Mocaillage? Déjà parce que c'est une aventure extraordinaire, que cette création de Mocaillage. J'étais vraiment en admiration et devant le concept et devant effectivement chaque interview, la façon dont tu mènes chaque interview et comment tu amènes les héros ou les héroïnes à se dévoiler aux autres, mais aussi souvent à eux-mêmes. Et donc je me sens très très honorée de pouvoir faire partie de ces personnalités que tu as eu envie d'arriver. Oui, parce que j'ai envie de dire qu'on a différentes catégories de héros. On a le héros sportif, Guadeloupe terre de champion, on a Teddy Riner, etc. Mais tout être humain qui a vu le jour a quelque chose à apporter. Alors, j'avais tendance à dire, quand je suis en Martinique, à la Martinique, quand je suis en Guadeloupe, à la Guadeloupe, mais aujourd'hui, je dis à l'humanité. Oui. Parce que, imagine que toute l'énergie qu'on déploie parfois pour se faire du mal, si on déployait cette même énergie pour construire l'amour, hein, Oui. c'est d'accord. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes une parfaite héroïne. Je vous en prie, cher MC, pouvez-vous tirer votre troisième carte, s'il vous plaît? Qu'avez-vous appris sur l'amour et l'amitié au fil des ans? Waouh! Un accident de vie qui a fait que j'ai dû un peu me rendre compte qu'il fallait que je revoie ma façon de penser. Et pour m'aider, j'ai fait des ateliers de développement personnel. Donc avant ça, je pensais qu'il m'appartenait à moi seule de maintenir une relation coûte que coûte. Parce qu'avant, ce qui était important pour moi, c'est d'être aimé, apprécié, enfin sur ce que je pensais. Et après, j'ai compris que c'était à moi de décider si je voulais laisser tomber, en fait, si je voulais arrêter une relation.
quelle qu'elle soit. C'est une prise de conscience, ça a été une prise de conscience un peu douloureuse, puisqu'il y a quand même des relations auxquelles j'étais attachée, même si elles ne me satisfaisaient pas. Mais au début, je me suis demandé s'il fallait vraiment que je fasse un choix entre mon mieux-être et des relations à laquelle je tenais malgré tout. Et puis je me suis rendu compte que si je traînais des gens, des choses, je pouvais pas être moi. Et ma priorité, c'était devenu être moi. Donc j'ai appris sur l'amour et l'amitié qu'en fait, on ne force rien. Ça se fait tout naturellement. Et que ce n'est pas parce que c'est une relation qui est ancienne qu'elle vaut forcément le coup d'être maintenue. De ce que je comprends, ce nouvel être que tu es devenu, en te montrant tel que tu es de façon authentique avec toi, ça a forcément créé de l'éloignement. Oui, parce que je ne correspondais. La personne que j'étais devenue n'était plus en recherche des mêmes choses en fait. Donc ça faussait la relation, puisque la relation qui s'était établie entre mon ancien moi et ses besoins et ses demandes, j'avais beaucoup de dépendance affective. Et la nouvelle MC, qui se suffisait largement plus à elle-même, et donc n'avait plus du tout besoin de chercher l'appréciation, l'approbation, l'amour des autres. Cette nouvelle MC justement, tu as fait quoi? Tu as coupé les ponts? Parce que ça s'est fait naturellement. Il y a des ponts que j'ai coupés, c'est-à-dire en espaçant les contacts. Et il y en a d'autres, en fait, les gens se sont aperçus que je ne correspondais plus à leurs critères, on va dire, que je n'apportais plus rien, en tout cas à la relation telle qu'elle avait été. Donc il y a des liens qui se sont défaits de nous. Je comprends. C'est malheureusement le prix du changement. Au début, c'était vraiment très douloureux. Je me posais tous les jours la question, mais est-ce qu'il faut vraiment que je choisisse? Et puis, petit à petit, non, avec ma nouvelle manière de voir, c'est comme ça et c'est pas plus mal, quoi. Quatrième carte, chère dame, tu tires toujours les cartes du même endroit. Ouais, je sais, mais en fait, moi, avec les cartes, j'ai une relation un peu spéciale. Ah ouais? Je me dis que peu importe celle que je prendrai, ça sera la bonne. Donc je ne cherche pas forcément dans le paquet. D'accord, je t'écoute. Parlez-nous d'une tradition familiale qui a sa place dans votre cœur. Je dirais Noël parce que dans mon enfance c'était vraiment la fête qui rassemblait toute la famille. Après quand j'ai eu mes enfants, on a continué en fait à aller passer le réveillon chez mes parents. Parfois on change la donne, on tire au sort le nom de quelqu'un, on offre des cadeaux, enfin ça dépend, on essaie de varier les plaisirs. Mais ça c'est un petit truc qu'on essaie de garder. J'ai souvent eu l'impression que Noël c'était comme l'occasion de formater quelque chose pour démarrer autre chose. Après, je sais pas. Pour nous c'est juste le besoin de se retrouver. D'une part avec ceux qui sont loin et surtout d'autre part avec ceux qui sont encore là. Ouais. Parce que nous sommes très conscients que le Noël prochain, on ne sait pas qui manquera à la fête. Tout à fait. Continuez, chère MC. Ça y est, j'ai dit ça à la dame tire les cartes de l'autre. Non, elle fait ce qu'elle veut, la dame. Elle fait ce qu'elle veut. Si vous deviez décrire un moment où vous avez surmonté un obstacle, que raconteriez-vous? Un moment où j'ai surmonté un obstacle, c'est le fameux accident de vie dont je parlais il y a maintenant 4 ans. Un beau jour, je me suis retrouvée paralysée. Tu ne pouvais pas bouger? Non, en fait, ma jambe gauche était paralysée et j'étais complètement insensibilisée au niveau du bassin, des sphincters et tout. Ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Ça a été très difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment d'origine et là a commencé une période de deuil parce que je me suis bien rendu compte que je n'allais pas pouvoir redevenir celle que j'étais avant. Donc il a fallu que je fasse le deuil de la professionnelle que j'étais, le deuil de la femme, puisqu'au niveau, ça touchait certaines parties de mon intimité au niveau de la sensibilité. Il a fallu que je fasse le deuil d'une certaine dépendance dans un premier temps, et puis petit à petit j'ai récupéré. Pendant longtemps, je me suis traînée avec l'idée que je n'étais plus capable, que j'étais handicapée. Et petit à petit, au cours toujours de mon développement personnel, j'ai réalisé que ce n'était pas ce qui me restait qui comptait en fait, c'est ce que j'allais pouvoir en faire. Et surtout, le fait que je ne sois plus en capacité de faire certaines choses, laisser de la place pour que d'autres capacités émergent en fait. Mais honnêtement,
Je ne l'ai pas surmonté seule. J'ai été entourée, j'ai été accompagnée, j'ai appris à voir les choses autrement. Un jour, je me suis demandé si j'y serais arrivée seule, mais bon, ça sert à rien de se poser la question. Mais le plus important, c'est le ouais, final. tout à fait. Et d'être capable de voir avec la distance, puisque à cette époque-là, j'étais chez ma fille, de me permettre de percevoir que mon corps avait dit stop, pour me permettre d'entreprendre certains travaux, et aussi que si ce que ça avait peut-être été le prix à payer pour changer la relation avec ma fille. Parce que du coup, nous avons pu développer une relation vraiment de femme à femme à cette occasion. La fille. Tu as combien d'enfants? 2. 2 filles? Un aîné et une cadette. Et quel rapport tu as avec ton fils? J'ai un rapport très ouvert. Avec mon fils, franchement, on parle de tout. Des fois lui-même, il s'arrête au bout d'une conversation. Mais de quoi je suis en train de parler avec lui? On a toujours eu des conversations très ouvertes. Donc voilà, alors qu'avec ma fille, un peu moins, elle est plus réservée. Et moi qui avais beaucoup voulu une fille, justement pour vivre autre chose que moi j'avais vécu en tant que fille avec ma maman. À l'époque, les conversations étaient un peu difficiles. Donc moi je voulais vraiment des conversations ouvertes, machin. Donc voilà, elle est plus réservée. Tu fais quoi dans la vie? Je suis infirmière anesthésiste dans la vie pro. Ok. Dans ta vie pro. Donc ça veut dire que tu fais autre chose dans ta vie pro. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis doudou-thérapeute. Alors c'est un nom complètement inventé. D'accord, ok. Voilà, okay. En fait, lors de mon cheminement personnel, j'ai découvert la notion d'enfant intérieur. Qui m'a beaucoup challengée puisque je ne comprenais pas très bien l'utilité d'aller récupérer un truc qui n'évoquait pas forcément de bonnes choses. Et puis petit à petit, voilà, cet enfant intérieur a fini par s'imposer vraiment à moi en m'expliquant que elle faisait partie de mon processus de cicatrisation et que la guérison devait passer par la communication entre les mains. Donc, en quoi consiste ton métier de doudou-thérapie? Du coup, moi j'ai trouvé ça tellement génial, le résultat. Voilà, parce qu'effectivement, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai retrouvé la joie de vivre, j'ai retrouvé l'amour de moi-même, j'ai retrouvé mon émerveillement, voilà. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa de faire profiter d'autres personnes, parce qu'après tout, c'est pas si compliqué. Il faut juste savoir que ça existe, bien sûr. Ma passion, à part mon métier, c'est la couture. Et je me suis mise à créer des doudous, des peluches pour enfants intérieurs. Donc des doudous pour adultes en fait, qui aident l'adulte mais de manière très intuitive en fait, juste par le toucher, les couleurs, en serrant le doudou contre lui, à reconnecter avec cette partie de lui enfantine, qui veut juste de la tendresse, qui veut juste être reconnue, qui veut juste qu'on lui dise qu'on l'aime. Ça n'a rien d'infantilisant, ça n'a rien de puéril, ce n'est pas faire preuve de faiblesse que de reconnaître qu'une partie de nous a souffert et qu'on peut, avec certains moyens comme la doudou-thérapie, reconnecter avec et aller recoller les morceaux. Je ne dirais pas guérir, mais au moins apaiser certaines douleurs et pouvoir continuer son chemin avec beaucoup plus de légèreté. Donc tu es doudou-thérapeute. Oui. C'est joli ça comme nom. Je trouve aussi. Je t'en prie. Non, c'est joli. Doudou-thérapeute. Alors sachant, faut remettre à César ce qui appartient à César, que la première fois que ce mot a été prononcé, c'était Erika. Erika Pradel. Voilà. Mignon. Je lui ai remis son doudou. Côté. Mais oui. Et elle me dit, mais en fait, tu fais de la thérapie par le doudou. Tu es doudou-thérapeute. Ah, mais en fait, tu viens me donner une idée. En fait, j'ai créé rapidement ce bâton de parole, mais peut-être que comme je suis parti sur autre chose, sur mon caillage, peut-être que ça deviendra un peu l'icône de mon caillage, mon totem, mais ça pourrait être sympa de fabriquer un doudou mocaillage. On va en reparler. Avec beaucoup de plaisir. Et du coup, j'en profite pour dire que je fais aussi des ateliers de reconnexion à son enfant intérieur et que moi aussi j'ai créé un bâton de parole, mais c'est un nounours. Avec des cœurs et des arcs-en-ciel, mais qui remplit exactement la même fonction que le bâton de parole. Parfait. Tout est cool. Je t'écoute. Alors, décrivez une expérience qui a élargi vos horizons et changé votre façon de penser. Oui, clairement, ce sont les ateliers de développement personnel. Je veux dire, il y a franchement un avant et un après. Oui, parce que quand tu fais un atelier de développement personnel, effectivement, tu reçois des gens, mais tout ce qu'on te donne,
c'est extraordinaire. Ce que tu donnes, tu reçois aussi. Et on apprend et c'est une expérience extraordinaire. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment que tous les êtres humains sont liés en fait, parce que souvent quand on a mal, on a tendance à rester recroquevillé sur soi-même, en se disant mais personne ne va comprendre, je suis le seul ou la seule à vivre ça. Quand on commence à partager ses douleurs, ses peines, ses blessures, on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul. Et l'expérience de l'un nourrit la cicatrisation de l'autre. C'est extraordinaire. Je sais que c'est extraordinaire parce que je crois même que... je sais pas ce qui m'a motivé à créer Moukaïage, mais c'est comme si j'allais en thérapie. Je comprends. C'est une vraie thérapie, sauf que c'est une thérapie axée sur l'amour. Je me rends compte à chaque fois que c'est tellement beau de partager ces moments-là. Je comprends. Quelle expérience marquante vous a le plus appris sur vous-même? Clairement, ma paralysie. Ah ben oui, parce que en fait, tu t'es retrouvé à un moment donné, je vais utiliser le mot prison. Mais c'est tout à fait ça. D'accord. Et du coup, tu ne peux pas aller ni devant ni derrière. C'est tout à fait ça. Ou là. Reste là et réfléchis. Ça a duré combien de temps? 1 mois et demi. Et tu as imaginé, parce que c'était quoi les diagnostics des médecins? Tu vas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir? Si, que j'allais récupérer, mais peut-être pas tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on me disait, mais estimez-vous avoir de la chance parce que ça aurait pu, le virus aurait pu se loger dans le cerveau. Ah ouais. Ouais, donc finalement j'ai de la chance quoi. Ok. Mais le déclic s'est passé comment? Tu as eu ta paralysie et quand tu as recouvré en fait toutes tes facultés, tu as switché tout de suite? Non, alors pas toutes. Et en fait, il faut savoir que voilà, quand ça s'est passé, en fait, ça fait 6 mois que j'étais en arrêt de travail parce que j'avais été opérée. Et en fait, je m'apprêtais à reprendre. Donc j'étais dans les starting blocks pour reprendre, c'est-à-dire kiné, nage, sport. J'étais à fond. Et donc, boum, tu vas nulle part, reste là. Pourquoi un message pour là. Et en fait, je sentais, mais je n'avais pas les capacités à l'époque de prendre suffisamment de recul pour me dire que c'était une bonne chose et que c'était une manière brutale, certes, mais efficace, que je me pose, que je sois obligée de me poser pour réfléchir à ma vie. Est-ce que je voulais continuer comme ça ou est-ce que je voulais autre chose? Donc, au tout début, oui, les 6 premiers mois, je suis restée dans une espèce de dépression à mesurer uniquement ce que j'avais perdu. Et c'est là que j'ai rencontré mon ange qui m'a dit, mais tiens, par là, il faut un truc intéressant, développement personnel, va voir. Et c'est à partir de là que j'ai compris que ça avait été le signal que mon corps voulait me donner pour me dire stop, regarde tout ce que tu as déjà fait, mais demande-toi, est-ce que c'est comme ça que tu veux continuer à vivre? C'est ce message-là? Oui. On continue. Comment trouvez-vous l'équilibre entre votre vie professionnelle et personnelle? J'ai toujours kiffé mon job. Et je me suis toujours sentie privilégiée de pouvoir exercer un métier que je kiffe vraiment. Infirmière anesthésiste. Oui. Et après, comme je ne pouvais plus l'exercer de manière aussi complète qu'avant, puisque je ne peux pas courir, ma vitesse de marche est un peu diminuée, donc je ne peux plus l'exercer de manière aussi complète, je dirais, qu'avant. Donc petit à petit, j'ai développé à côté pour trouver l'équilibre. Ce que j'exerçais déjà avec passion, c'est la couture. Et donc si je n'étais pas au travail, je couds. Et donc mon équilibre maintenant, c'est être complètement à mon travail quand j'y suis et quand je suis chez moi, m'adonner à la couture avec la fabrication de doudous. Et voilà. Non, et puis aussi autre chose qui est partie de mon équilibre maintenant, c'est juste savourer le fait de ne rien faire. Avant, j'étais parfaitement incapable de ne rien faire. Ça, c'est un pied. Voilà. Là, je suis capable juste de me poser sur mon balcon, de regarder le ciel bleu et de me dire, oh, qu'est-ce que c'est joli. Juste ça. Je n'ai pas eu le temps de m'allonger sur une plage parce que j'ai couru toute la semaine, mais pendant que tu parles de ça, je suis en train d'imaginer que je suis allongée sur une plage avec un verre de rhum à la main et je déguste la vie. Excellent programme. Comment la pratique de la gratitude influence-t-elle votre vie? Ton tirage m'impressionne. Ah mais... Je suis scotché. C'est même pas influence ma vie, c'est révolutionne. Comme ça a révolutionné ma vie. Et à partir du moment où déjà j'ai compris ce que c'était et où peu à peu je l'ai intégré dans ma routine quotidienne, elle fait partie de ma routine matinale. Je dors mieux, je m'endors plus vite. Tu te réveilles le matin? Je fais ça avec un café. Gratitude pour la nuit passée? Pour tout un tas de choses. Parce que tu sais que tous autant que nous sommes, nous avons en nous un petit juge, le père Fouettard. Ouais. Quand le père Fouettard te dit, MC, comment il dit MC pas attendre? MC, ou pas attendre?
C'est exactement ça. Maintenant, je suis capable d'être en gratitude pour ce qui s'est passé. Et en fait, mes gratitudes du soir, c'est ça. Arriver, j'y arrive pas toujours, hein, mais arriver à être en gratitude pour les côtés les moins intéressants de la journée. quand on est connecté à soi, je n'avais jamais le temps. Je vis à 4000 à l'heure. L'univers m'a dit, ah, tu n'as pas le temps. Je devais prendre le temps. Je me réveille le matin, je vais marcher, je glisse, je tombe sur un bout de métal. Ma main est tranchée de là. Je pisse le sang comme jamais. Alors, je peux pas conduire, parce que c'est à mes doigts, mais j'ai passé 2 mois chez moi, enfermé dans ma prison dorée. Je crois que ça a été un peu comme toi. Tu vois, quand je te parle tu me parles de ta paralysie, je me dis, ah ouais, ça doit être dur. Et au fond de moi, je me dis, mais Jean-Pierre, c'est dur. Ça me rappelle quelque chose. Tu as vécu exactement la même chose. Je crois que tu as une dernière carte à tirer. Quelles sont les valeurs qui guident vos décisions? La première, c'est l'authenticité. Pour avoir beaucoup porté de masque, j'ai vraiment découvert la légèreté et le bien que ça pouvait faire d'être juste moi. Et même si j'en porte encore, c'est parce que je le décide, quelque part pour me protéger. Je dirais la bienveillance, parce que chacun a son parcours de vie, chacun a ses difficultés. Et il est impossible de juger quelqu'un, en fait, sur uniquement ce qu'on voit. Donc la bienveillance. Ce que tu viens de dire, c'est très très important. Oui, la bienveillance, la loyauté. Ça m'arrive encore de faire passer la loyauté envers les autres avant celle envers moi. Ça prend le temps de s'apprendre. Ce sont vraiment les 3 principales. Quel rapport de gratitude tu as aujourd'hui avec la MC que tu es devenue? Je l'admire. J'admire sa capacité à rester émerveillée de tout. J'admire son âme qui est fondamentalement joyeuse. Et j'ai infiniment de gratitude parce qu'elle a accepté de se reconnecter à son enfant intérieur. On est beaucoup dedans, à ses enfants intérieurs. MC, je voudrais que tu adresses un message à l'humanité en regardant la caméra, là, maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, j'ai envie de vous dire que vous êtes capable, en fait. Vous êtes suffisant, quelles que soient les pressions extérieures qui ont tendance à nous faire douter de nous-mêmes. Rappelez-vous que vous êtes parfait comme vous êtes. Bon comme ça, en fait. Parce qu'avec tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, vos blessures, vos douleurs, vos doutes, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont au contraire des opportunités de les reconnaître, de rebondir dessus. Alors moi, je vous le dis, zot bon comme ça, zot bon comme zoti. Le McDo disait, viens comme tu es. Et bien moi, je te dis, vis comme tu es. La vie, c'est maintenant. À bientôt. Bye bye.